parfait, Awa. Awa, c'est parfait. Awa? Hello, Awa. Awa, tu m'entends? Bon, moi, l'image que j'ai de Hawa, c'est une image qui est figée. Je ne sais pas si elle a toujours Oui, ses c'est là. problèmes techniques. Oui. Attends, je vais l'appeler pour voir si elle n'a pas perdu la connexion. Allô, Awa? Oui.
Professeur, Awa, elle arrive, hein. Elle est en train de se connecter là. Bien. Elle a juste des soucis de connexion et d'ordinateur. Professeur, Awa, elle arrive, hein. Elle est en train de se connecter là. Il n'y a pas de souci. Elle a juste des soucis de connexion et d'ordinateur. C'est bon, il n'y a pas de souci. Hello, Awa. Awa. Awa, tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Tu m'entends, Francine? Oui, là, c'est bon, c'est parfait. C'est bon, d'accord. OK, on démarre. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes au webinaire numéro 4 organisé par FESTIC. Nous nous excusons du retard dû à des problèmes techniques. Je suis Madame Dia Awakarer en charge de la commission études et réflexions de FESTIC. Et nous avons comme invité aujourd'hui Monsieur Olivier Sagna,
qui va traiter d'éducation, formation et digitalisation. Monsieur Sagna, je vais laisser vous présenter et nous allons démarrer. Merci. Bien, merci Awa. Donc, je suis effectivement le professeur Olivier Sagna. Je suis le directeur des études et de la coopération à la Direction générale de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais je tiens à préciser que je n'interviens pas à ce titre dans ce webinaire. J'interviens plutôt en tant qu'universitaire qui s'intéresse aux questions du numérique depuis la fin des années 80 et également comme secrétaire général d'Osiris, l'Observatoire sur les systèmes d'information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal. Donc, je voudrais remercier l'Association des femmes sénégalaises dans l'éthique de m'avoir fait confiance pour animer ce webinaire sur la thématique éducation, formation et digitalisation. Merci, Monsieur Sagna. Donc, nous allons d'abord… Excusez-moi. Voilà. Donc, vous m'entendez toujours? Oui, oui, je vous entends très bien. Voilà. En fait, nous allons commencer par régler quelques questions, 3 questions que nous allons vous poser. Vous allez intervenir sur ces questions et ensuite, nous allons ouvrir l'auditoire pour la participation, la contribution ou poser des questions. Donc, M. Sagna, quels sont les enjeux de la digitalisation pour l'éducation et la formation, particulièrement pour le Sénégal? Alors, je crois que pour répondre à cette question, il faut d'abord s'entendre sur ce concept à la mode qui est celui de digitalisation et qui a remplacé les concepts de mécanisation, d'automatisation, d'informatisation, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, les technologies de l'information et de la communication, les TIC, voire le numérique, avant d'être sans doute supplanté par un autre concept. Alors, qu'est-ce que la digitalisation? Eh bien, on peut dire que c'est une dynamique qui vise à transformer des processus, je dirais, traditionnels, classiques, analogiques, des objets, des outils, voire des professions, par le biais de l'utilisation des technologies dites numériques ou digitales. Numérique, c'est le terme qui est le plus approprié en français. Digital, c'est un anglicisme, mais il a tendance à s'imposer. Et donc, l'utilisation des technologies dites numériques ou digitales afin de les rendre, de rendre ces processus, ces objets, ces outils, voire ces métiers plus efficients. Et dans ce sens, on peut dire que les origines de la digitalisation, en fait, remontent au début de l'informatique. Alors, en effet, ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation, eh bien, ça a commencé avec l'invention de l'ordinateur à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était conçu d'abord et avant tout pour faire des calculs, hein, d'où son appellation en anglais, computer, du latin compute, qu'on pouvait traduire et qu'on utilise des fois en français par le terme de calculateur. Et puis, donc l'ordinateur a été capable de mettre en œuvre des applications, notamment comme le traitement de texte, hein, qui a permis de digitaliser l'écriture manuscrite, ou encore le courrier électronique, qui a permis de digitaliser la correspondance papier. Alors, par la suite, hein, les applications se sont multipliées dans de nombreux domaines, et ce qui a conduit certains à décrire ce phénomène comme une informatisation à l'époque de la société, une société dans laquelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication, sont au cœur de la société à tel point que l'Organisation des Nations Unies a eu organisé en 2003 à Genève et en 2005 à Tunis un sommet mondial
sur la société de l'éducation. Cela étant, ce que l'on appelle aujourd'hui la digitalisation de la société ou la transformation digitale, ça ne se limite pas à la généralisation de l'utilisation de l'outil informatique. Elle intègre également de plus en plus le paiement électronique autour de ce que l'on appelle les fintech, l'utilisation des médias et des réseaux sociaux, et in fine, l'émergence de procédures et de procédés qui sont partiellement, voire entièrement dématérialisés. Donc, c'est un peu de cette manière qu'on peut décrire la digitalisation. Alors, dans ce sens, je parlerai moins des enjeux de la digitalisation pour le secteur de l'éducation et de la formation, plutôt que des enjeux de l'utilisation, voire mieux de l'intégration du numérique dans les systèmes d'éducation et de formation. Alors, vous avez interrogé sur les enjeux. Je les vois se situer à au moins 4 niveaux différents. Le numérique étant à la fois un outil de management, un outil de gestion, un instrument pédagogique, un objet d'étude et un sujet de recherche. Alors aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'est plus possible d'envisager le fonctionnement, je dirais, efficient d'une structure d'éducation ou de formation sans le recours plus ou moins intense au numérique. Alors d'abord comme outil de management, comme outil de gestion, hein, le numérique peut, je dirais, et doit être utilisé pour la gestion du personnel enseignant et administratif, la gestion des procédures, la sélection et l'inscription des apprenants, le paiement des frais de scolarité et des bourses, la gestion des calendriers, la gestion des salles de cours, la gestion des notes et des parcours académiques, la délivrance des diplômes, des certificats, des attestations. Donc ça, c'est la dimension, le numérique, le digital comme outil de management, outil de gestion. Ça doit être, bien entendu, également un instrument pédagogique. Il doit être maîtrisé et utilisé par les enseignants et les formateurs. Alors, je dirais… Monsieur Sagna? Oui. Oui. Monsieur Sagna? Oui. Je ne vous entends plus. Ah, mais pourtant, moi, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends très bien. Alors, en fait, c'est Awa qui a juste un souci Moi de aussi, connexion. j'entends bien. D'accord. C'est bon maintenant. Vous Très pouvez bien. continuer, hein, M. Sagna. Alors, donc je disais que j'avais décrit le rôle que le numérique pouvait jouer en tant qu'outil de gestion. Ça doit également être, je disais, un instrument pédagogique. Il doit être maîtrisé et utilisé par les enseignants et les formateurs dès l'étape de leur formation comme un outil pédagogique au service du métier qu'ils exercent, au même titre qu'ils doivent maîtriser la langue d'enseignement et la discipline qu'ils enseignent. Aujourd'hui, les enseignants, les formateurs doivent être capables d'identifier, d'évaluer, d'utiliser, voire de créer des ressources numériques qu'ils intégreront dans leur pratique pédagogique. Ils doivent également être capables d'utiliser les outils d'enseignement à distance, ainsi que les nouvelles pratiques pédagogiques qui en découlent et qui accompagnent leur utilisation et sur lesquelles nous reviendrons plus tard. En effet, on peut considérer qu'il est de moins en moins acceptable que les formateurs ne maîtrisent pas un outil dont l'utilisation s'est banalisée dans la société, dans laquelle ils ont la responsabilité de former les ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Donc, outils de gestion, outils pédagogiques. Donc, ça doit être également un objet d'étude. Le numérique doit être maîtrisé aujourd'hui par les apprenants, comme on leur demandait jadis de maîtriser l'écriture avec les plumes sergent-major pour les plus anciens qui nous regardent et nous écoutent, ou avec le stylo à billes, le fameux BIC. Alors, pour illustrer cela, il faut savoir que dans certains États américains et en Finlande, l'écriture cursive avec ses pleins et ses déliés que l'on a appris à l'école primaire, eh bien, elle a été supprimée des programmes scolaires car jugée inutile dans une société où l'on écrit quasiment plus à la main, les demandes en tout genre se faisant via des formulaires papier que l'on remplit en lettres majuscules
ou mieux, via des formulaires électroniques que l'on remplit avec son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, via un clavier ou des outils de synthèse vocale. Donc, il s'agit également, en tant qu'outil pédagogique, d'inculquer aux apprenants les rudiments d'une culture numérique qui les prépare à une utilisation raisonnée et raisonnable, je dirais une utilisation responsable et citoyenne de ces outils qui ne présentent pas que des avantages, mais également des risques, voire des dangers. Donc, le numérique étant au cœur de la société d'aujourd'hui, il est donc normal qu'il s'inscrive au cœur des enseignements et des apprentissages, faute de quoi nous continuerons à former des gens inadaptés au contexte dans lequel ils devront évoluer. Et je dirais qu'aujourd'hui, tout élève sortant d'une structure de formation devrait savoir manier les outils numériques pour ne pas être un analphabète digital. Enfin, quatrième dimension, quatrième enjeu, je dirais que compte tenu de tout ce qui a été dit, le numérique doit également constituer un sujet de recherche, de manière à ce que notre pays en particulier, le Sénégal et l'Afrique en général, soient capables non seulement d'utiliser ces outils comme nous le faisons à l'heure actuelle, mais aussi et surtout de les concevoir, qu'il s'agisse d'équipements lourds comme les satellites, les câbles sous-marins et terrestres, les relais de télécommunication, les ordinateurs de grande puissance, mais également de concevoir et de fabriquer des interfaces courantes, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des périphériques comme les imprimantes ou les scanners, mais et aussi comme les services dématérialisés qui sont aujourd'hui au cœur de la vie en société et de l'économie, et ce, dans tous les secteurs de l'activité humaine. Alors, en conclusion de cette première question que vous m'avez posée sur les enjeux du numérique, je dirais que la vocation des systèmes d'éducation et de formation étant de préparer les futurs citoyens à évoluer tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel dans la société d'aujourd'hui et de demain, eh bien, il revient à ces systèmes d'éducation et de formation d'être parfaitement en phase avec les évolutions de cette société et de son environnement sous-régional, régional et mondial, car nous vivons désormais dans un monde globalisé et interdépendant sur tous les plans, en matière politique, économique, culturelle, sociale et environnementale. Et très certainement que ce webinaire qui est organisé ici au Sénégal par la FESTIC, eh bien, il est peut-être suivi par des gens en ce moment aux États-Unis, en Europe, ailleurs en Afrique, en Asie, donc pour bien montrer aujourd'hui cette dimension globalisée des actions et des interactions dans lesquelles nous sommes impliqués. Merci, M. Sagna. Donc, pour ne pas faire d'erreur, puisque j'ai raté quelques éléments de cette réponse, je vais passer à la deuxième question. Je n'ai pas résumé. Donc, que pouvez-vous proposer des pistes de solutions utiles aux acteurs de l'éducation et de la formation ainsi qu'aux parents? Alors, bon, s'agissant des acteurs de l'éducation, je crois que j'ai déjà indiqué les pistes sur lesquelles ils devraient s'engager pour ne pas y revenir. Maintenant, dans les processus d'éducation et de formation, il ne faut jamais oublier que les parents, l'environnement familial et les apprenants, bien entendu, ont également un rôle essentiel à jouer. Alors, en direction des parents, alors la chose n'est pas utile. Comment est-ce que l'on peut conseiller des parents par rapport au digital, au numérique, alors que nous sommes dans une situation paradoxale où ce sont souvent les enfants qui, le plus souvent, expliquent aux parents comment les choses fonctionnent. Dès lors, bon nombre de parents, soit qui ne sont pas allés à l'école, soit dont le niveau de formation n'est pas très élevé, ou qui sont des analphabètes digitaux, ne maîtrisant pas l'utilisation des outils numériques, eh bien, il leur est particulièrement difficile de jouer leur rôle de parents, à savoir éduquer, conseiller, encadrer leurs enfants sur la base de leur vécu,
puisqu'ils n'en ont aucun en la matière. Alors, on pourrait se demander quel type de conseil un parent qui ignore tout de Facebook, de Twitter, d'Instagram peut-il donner en termes de conseils de type comportementaux à ses enfants. Comment un parent qui ne possède pas lui-même de culture numérique peut-il en inculquer les rudiments à ses enfants. Alors, au-delà de cette difficulté, bien entendu, pour les parents qui ont la chance de maîtriser ces outils, eh bien, ils ont effectivement un rôle important à jouer. Et je dirais surtout en termes de culture numérique, parce que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit précédemment, on le voit bien dans nos familles, hein, généralement, tout ce qui est objet technologique, nos enfants les maîtrisent mieux que nous. Ça commence par l'utilisation de la télévision, comment passer d'une chaîne à l'autre, enregistrer des émissions, etc., etc. Bien souvent, ce sont nos enfants qui nous expliquent comment fonctionne le téléviseur qui est dans le salon et qui était jadis, je dirais, la propriété et le domaine réservé des parents. Donc, en termes de maîtrise des outils, très souvent, les parents n'ont pas un rôle important à jouer. Par contre, ils ont un rôle essentiel à jouer en termes de culture numérique. Nous le savons tous, sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'une manière générale, il y a énormément de dangers, de risques. On va parler d'arnaques sur Internet, de vol d'identité numérique, de pédophilie en ligne, de pornographie en ligne, de prostitution en ligne. Bref, tous les dimensions possibles de la cybercriminalité. Et donc, il est clair que nos enfants ne sont pas armés pour faire face à ces risques et à ces dangers. Et donc, il est important, à chaque fois que les parents le peuvent, donc de leur donner les éléments de cette culture numérique en les mettant en garde contre certaines pratiques, le type d'audio ou de photos ou de vidéos à ne pas diffuser dans un groupe WhatsApp où l'on pense parler à quelques amis et qui demain peut se retrouver à être vu par des milliers de personnes avec des conséquences dramatiques que cela peut avoir. Et bien entendu, le pendant, hein, je l'ai déjà évoqué, il y a également un rôle très important à jouer par l'école, d'une manière générale, par les enseignants, qui, eux aussi, doivent être en mesure de mettre en garde leurs élèves, leurs étudiants, donc contre l'ensemble des risques et des attitudes. En fait, Monsieur Sagna, oui. Pour cette question, en fait, le parent fait partie des acteurs de l'éducation en tant que tel, parce qu'ils font le suivi de l'éducation ou de la formation de leurs enfants, mais aussi des solutions pour les autres acteurs aussi, à savoir que les enseignants, les élèves et étudiants, les encadreurs, ceux qui sont dans le milieu de l'éducation, comme les inspecteurs et autres. Donc, les pistes, c'est pour tout le monde, hein? C'est pour tous les acteurs. Oui, tout à fait. Non, mais c'est-à-dire que je pense que ça fait partie du rôle des enseignants aujourd'hui donc d'inculquer cette culture numérique, les parents, et puis je viens maintenant un petit peu les enfants, les élèves, les étudiants, d'une manière générale. C'est à eux de. Alors, bien entendu, c'est plus facile quand on a affaire à des élèves, je dirais, du moyen, du secondaire, à des étudiants qu'à des élèves du primaire, mais ils doivent prendre conscience que le numérique, ce n'est pas uniquement un outil à vocation ludique. Bien entendu, on peut échanger avec ses amis, on peut jouer en ligne, on peut se distraire. Hein, tout ça, ça fait partie de la vie normale, je dirais, d'un élève, d'un étudiant, d'un jeune. Et bon, personne ne peut leur interdire de passer du temps à regarder des vidéos sur YouTube, à communiquer via Facebook ou Twitter, à poster des photos sur Instagram. Mais il est essentiel de leur faire comprendre que le numérique
c'est aussi et surtout un outil pour apprendre, se former, se documenter, s'enrichir. Bref, une extraordinaire fenêtre sur le monde qui leur donne accès à des ressources jadis inaccessibles au plus grand nombre, et ce, sous différentes formes, qu'il s'agisse de textes, de photos, d'éléments sonores, de vidéos ou encore d'applications. Alors, je dirais, c'est donc aux parents, hein, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, ou à défaut aux enseignants. Quand je parle d'enseignants, hein, je parle des différents acteurs du système éducatif, hein, bien entendu, les, les directeurs d'école, les inspecteurs, donc d'orienter les élèves et les étudiants vers les ressources et les outils qui peuvent être utiles à leur formation, de même qu'elle les mette en garde, ça me paraît extrêmement important, contre les dangers du numérique auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Alors maintenant, nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier qui est celui de la pandémie de la Covid-19. Et là également, nous pouvons faire un certain nombre de recommandations aux différents acteurs, hein, qu'il s'agisse des acteurs à proprement parler du système éducatif, je dirais les formateurs, mais aussi aux apprenants et puis aux parents. Alors, en direction des gens qui sont au cœur du système éducatif, qui ont la responsabilité de le faire fonctionner, hein, les enseignants, les directeurs d'école, les inspecteurs. Je crois que le message qui doit être clairement prononcé dans leur direction, c'est d'exploiter toutes les opportunités, et elles sont nombreuses, offertes par le numérique pour assurer la continuité pédagogique avec les enseignants, avec les apprenants. Hein, nous avons vu qu'au Sénégal et dans la plupart des pays du monde, pour parer à cette pandémie, une des décisions des gouvernements, ça a été de fermer les écoles et les universités. Et c'est donc poser la question de savoir comment, dans cette situation particulière où les regroupements sont interdits, où les écoles et les universités sont fermées, comment assurer le lien, hein, et c'est de là qu'a surgi un petit peu, enfin pas surgi, il a été utilisé auparavant, mais qu'a été mis en exergue le concept de continuité pédagogique. Et donc la nécessité d'assurer la continuité pédagogique, alors on y reviendra, qui n'est pas synonyme de mettre en place des systèmes d'enseignement à distance, qui sont des dispositifs complexes qui ne s'improvisent pas. Assurer la continuité pédagogique, c'est être en mesure de maintenir le lien pédagogique, hein, ce lien pédagogique qui existe quand l'élève ou l'étudiant se rend à l'école ou bien se rend à l'université et dans une salle de classe ou dans une salle de cours et face à un ou plusieurs enseignants, interagit avec lui. C'est ça qui fait le lien pédagogique. Alors, comment on peut maintenir le lien pédagogique, les écoles et les universités étant fermées? On peut le faire directement avec les apprenants lorsqu'ils disposent des outils, téléphone, tablette, ordinateur, ou indirectement via leurs parents. Et ça peut se faire de différentes manières. Une des manières la plus simple et qui est beaucoup utilisée, c'est l'envoi de conseils, de recommandations, de lectures, d'exercices, l'interaction avec les apprenants, notamment via des outils comme WhatsApp, donc qui fonctionnent sur des téléphones intelligents. Pourquoi ce canal est-il particulièrement privilégié? Ben, il faut savoir que dans un pays comme le Sénégal, où nous sommes à peu près à 16 millions d'habitants, il y a environ 12 millions, plus de 12 millions de personnes qui sont aujourd'hui connectées à Internet, et que sur ces 12 millions de personnes qui sont connectées à Internet, il y en a plus de 95% qui se connectent via l'Internet mobile, et donc via des smartphones notamment, hein, pour la plupart, les autres se connectant éventuellement avec des tablettes. Avec des tablettes. Donc, un outil comme WhatsApp, c'est un outil simple,
qui ne demande pas à être acheté. On l'installe ou il est installé sur son téléphone et il suffit d'avoir les numéros de téléphone des destinataires pour interagir avec eux. C'est également d'orienter les apprenants vers des ressources éducatives numériques existantes, puisque très souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, les apprenants ils vont souvent sur Internet pour des raisons ludiques plus que pour des raisons liées à leur formation. Donc, il s'agit pour les enseignants, les formateurs, d'orienter, encore une fois, les apprenants ou les parents vers des ressources numériques existantes. C'est également de signaler des ressources que j'appellerais des ressources alternatives qui sont disponibles. Nous avons vu au Sénégal avec le programme Apprendre à la maison, qu'il y avait un certain nombre de cours qui sont aujourd'hui dispensés via la radio, via la télévision. Mais bien entendu, pour que l'on puisse accéder à ces cours, eh bien, il faut savoir sur quelle station de radio on peut les écouter, sur quelle chaîne de télévision on peut les visualiser, quels sont les horaires, quels sont les cours dispensés. Donc ça, c'est un rôle qui revient également aux formateurs, aux enseignants, que de donner ce type d'informations. Et puis, je dirais, je le mettrai à la fin de la liste de manière volontaire, parce que c'est là aussi quelque chose qui n'est pas simple à mettre en œuvre, c'est la mise en ligne de ressources sur les plateformes éducatives existantes. Pourquoi ce n'est pas simple à faire? Parce que ça nécessite que les enseignants aient été au moins formés un minimum à la création de ressources numériques, qui peuvent être des ressources toutes simples lorsqu'il s'agit de mettre à la disposition des apprenants un cours en format PDF, mais ça peut également être des ressources, je dirais, qui vont être un peu plus sophistiquées. Ça peut être des ressources sous forme audio, ça peut être des ressources sous forme vidéo, ça peut aller jusqu'à des exercices, voire des évaluations en ligne. Alors maintenant, en direction des parents, encore une fois, dans ce contexte de pandémie où ils voient leurs enfants, élèves ou étudiants rester à la maison, lorsqu'ils en ont la capacité et la disponibilité, parce que ce n'est pas évident que les parents et tous aient la capacité et la disponibilité, eh bien qu'ils encadrent leurs enfants pour les maintenir dans la dynamique des études et éviter que ces élèves et ces étudiants qui sont aujourd'hui dans nos maisons, eh bien, considèrent en quelque sorte qu'ils soient en vacances. Hein, et si j'utilisais une expression, une formule un peu qui va choquer certains, je dirais qu'ils mettent leur cerveau en mode off, qu'ils soient plus orientés vers les études et que voilà, on va attendre la reprise des cours. Et puis, en attendant, on va jouer au ludo, à la PlayStation, aller jouer au football, aller nager, etc., etc., et qu'on oublie l'école et l'université comme on le fait pendant la période des vacances. Donc, je crois qu'il y a un rôle important des parents dans la mobilisation de leurs enfants. Et pour ce faire, il faut que les parents soient donc à l'écoute notamment des enseignants avec lesquels ils peuvent interagir et tenter de faire, tant bien que mal, régulièrement, de faire des exercices, des révisions à leurs enfants. Donc, on voit bien que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, puisque nous sommes dans un contexte où la difficulté de l'exercice, c'est que nombre de parents ne sont pas du tout allés à l'école. D'autres ont des occupations professionnelles qui ne leur permettent pas d'être disponibles lorsqu'ils rentrent du travail. Ils se sont levés tôt pour aller au travail, avec les problèmes de transport liés notamment à la pandémie et au couvre-feu. Et ma foi, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils n'ont pas forcément la disponibilité nécessaire pour se préoccuper des études et de savoir comment leurs enfants s'occupent, je dirais, utilement. Et
puis maintenant, en direction des apprenants, ben, là encore une fois, tout dépend de l'âge. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire des recommandations en direction d'un élève de l'enseignement primaire en ayant des chances d'être écouté et seulement pas entendu. On voit bien que la tâche est difficile. Pour les élèves du de parent, en fait. l'enseignement moyen et de l'enseignement secondaire, ainsi que pour les étudiants, la tâche est plus facile et une fois qu'on leur a donné les conseils, eh bien c'est à eux de s'aider, de s'atteler, je dirais, à utiliser de manière utile les interfaces dont ils ou elles disposent, hein, qu'ils se fixent des objectifs quotidiens ou hebdomadaires, qu'ils prennent l'habitude de consulter donc les ressources en ligne existantes. Alors, cela étant, dans toute cette réflexion autour de la continuité pédagogique, et encore plus, je dirais, de l'enseignement à distance, il ne faut pas oublier l'ensemble des inégalités auxquelles il faut faire face si l'on veut pouvoir préserver l'équité, hein, en termes d'accès à l'éducation, qui est déjà un défi important à relever, je dirais, en temps normal. Ces inégalités, eh bien, elles ont pour nom hein, l'absence d'électricité dans certaines zones qui rendent impossible, ou du moins souvent impossible, difficile, l'utilisation de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs, puisque dans certains endroits, les gens sont obligés de faire un certain nombre de kilomètres pour aller charger leur téléphone, bien qu'il existe des dispositifs solaires. C'est la faible, voire l'absence de couverture des réseaux de télécommunications dans certaines zones. C'est également la faible ou l'absence de couverture de la 4G, voire de la 3G, lorsque l'on parle d'utiliser des téléphones intelligents, lorsque l'on parle d'utiliser des ressources numériques, s'il s'agit de ressources audio ou bien de ressources vidéo. Chacun sait que ça consomme de la bande passante et que donc, si on n'est pas couvert par les réseaux 3G ou les réseaux 4G, eh bien, c'est absolument impossible de consulter ces ressources. Il y a la question du coût de la connexion via l'Internet mobile, hein, je l'ai déjà dit, qui est le mode de connexion le plus répandu et qui est un obstacle financier de taille pour des élèves ou des étudiants qui sont issus de milieux défavorisés. Il y a également la possession d'interfaces de connexion, je dirais, obsolètes, hein, notamment des téléphones d'ancienne génération, des téléphones qu'on pourrait qualifier de non intelligents par rapport au smartphone. Si on n'a pas ces outils, on peut difficilement, pour ne pas dire, on n'est pas en mesure d'accéder à ces ressources. Il y a maintenant, du point de vue de la maîtrise de ces interfaces, tout le monde ne sait pas, ne maîtrise pas véritablement l'utilisation d'un smartphone, d'une tablette, voire d'un ordinateur pour se connecter en ligne et consulter des ressources. Et puis, il y a un écueil extrêmement important dont on se rend compte, je dirais, à la survenue de cette pandémie, c'est la faiblesse, voire l'absence de ressources numériques en ligne. Donc, si l'on ne prend pas en compte l'ensemble de ces facteurs, eh bien, le risque est grand d'exclure ipso facto des centaines de milliers d'apprenants du système éducatif, parce que, eh bien, il ne faut pas l'oublier, malgré tout, l'utilisation du numérique, ça reste, malgré les progrès importants qui ont été faits, l'apanage quand même d'un certain nombre de privilégiés que l'on va surtout trouver notamment en milieu urbain. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Donc, voilà. J'attends la troisième question. Oui, en fait, vu même les derniers éléments que vous avez soulevés, là, avec cette période de Covid, il faut penser à l'après-Covid, au futur de l'enseignement, de la formation. Donc, cette question vient à son heure. Comment préparer la transformation, voire
la révolution des systèmes d'éducation et de formation qui devrait voir le jour en tirant des leçons de cette pandémie-là. Et là, Très bien. surtout, par rapport à tout ce qui se fait en ce moment, comme vous l'avez dit, il est bien de tirer des leçons et de commencer à bâtir le futur de l'éducation et de la formation. Tout à fait. Alors, avant de voir comment préparer cette transformation digitale des systèmes d'éducation et de formation, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y a un premier bilan qui s'impose de lui-même, c'est que notre système éducatif a pris énormément de retard en termes d'utilisation du numérique. Donc ça, c'est le constat. Hein. Depuis près de 20 ans au minimum, il y a eu beaucoup de projets et d'initiatives, souvent à l'échelle micro, beaucoup de discours sur l'utilisation et ou l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, ce qu'on appelle les TICE. Mais au final, on s'est aperçu que bien peu avait été fait, et ce, à tous les niveaux du système de l'enseignement, de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur. Alors, pour effectivement s'atteler dès à présent à la préparation de l'après-Covid, de manière à tirer profit au maximum des opportunités qui sont offertes par le numérique, je verrais, disons, au moins 5 grandes pistes qui devraient être explorées. La première, et qui paraît essentielle, c'est la nécessité d'élaborer un document de stratégie nationale pour l'intégration du numérique dans le système sénégalais d'éducation et de formation, en définissant de grandes orientations pour les 5 prochaines années et en procédant à une révision régulière de ce document du fait de l'évolution rapide et imprévisible des TIC. L'utilisation du numérique et l'intégration du numérique dans les systèmes d'éducation et de formation, ça pose une multitude de questions qui doivent être pensées et non pas se voir apporter des réponses au coup par coup, au point d'avoir un système qui fonctionne de manière complètement, je dirais, hétérodoxe. Je prendrai simplement un exemple. On sait très bien qu'en termes d'utilisation, par exemple, de logiciels, eh bien, il y a la possibilité d'utiliser des logiciels libres et de sources ouvertes, comme on peut utiliser des logiciels propriétaires. Mais ce sont deux démarches qui sont quand même deux démarches antagoniques. Donc, ce sont des choix importants qui doivent être faits et qui doivent s'intégrer dans une stratégie nationale. La deuxième piste, la deuxième dimension, je dirais, c'est la nécessité de former massivement les enseignants à l'intégration des TICE dans leur pratique pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, la réflexion qui est faite un peu partout, hein, que ce soit dans le primaire, le moyen ou le secondaire, et même dans les universités, quand vous interpellez les enseignants en leur disant « mais oui, mais il faudrait que vous mettiez des ressources pédagogiques en ligne », eh bien, ils vous posent la question de la formation. Un grand nombre d'entre eux vous disent que mais nous n'avons pas été formés à ça. Donc, il faut former massivement les enseignants, et ce, dès le moment où ils sont dans les écoles de formation, quel que soit le niveau où ils vont enseigner, hein, pour ce qui est du primaire, du moyen et du secondaire, et maintenant exiger une maîtrise d'un certain nombre d'outils numériques par les enseignants du supérieur avant tout recrutement. Troisième piste, troisième axe, c'est la nécessité d'explorer les nouvelles pratiques qui sont permises par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Je prendrai par exemple le principe de la classe inversée, hein, dans lequel, contrairement au schéma classique où l'élève ou l'étudiant vient en cours, écoute l'enseignant, prend des notes, et après, s'il reste un peu de temps, il pose des questions et il est évalué. Dans le principe de la classe inversée, on remet les supports de cours aux apprenants avant
qu'ils viennent en cours et quand ils prennent connaissance de ces supports de cours. Et quand ils viennent en classe, eh bien, c'est pour poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris, sur ce qui est flou dans leur tête, plutôt que d'écrire sous la dictée et de prendre des notes avec peu ou pas d'interaction avec l'enseignant. Donc, le recours à des ressources numériques qui sont livrées aux apprenants avant qu'ils n'entrent en classe, ça permet finalement plus d'interaction et donc une meilleure qualité de formation pour les apprenants. Quatrième axe, quatrième piste, on l'a vu, hein, qui est ressorti donc à l'occasion de cette pandémie, c'est la nécessité de produire systématiquement des ressources pédagogiques numériques. Et là, encore une fois, pour tous les niveaux d'enseignement et de les rendre accessibles en ligne. Parce que, je parle bien ici de ressources pédagogiques, je ne parle pas de cours en ligne en tant que tel. Lorsque des ressources pédagogiques numériques sont en ligne, les apprenants peuvent les consulter à tout moment, peuvent compléter, enrichir le cours qu'ils ont reçu de l'enseignant. Hein, ça permet également de mettre les apprenants, je dirais, au cœur du processus d'enseignement. Et on voit que c'est extrêmement bénéfique pour les formations, y compris les formations en présentiel, puisque nous n'avons plus des apprenants, je dirais, entre guillemets, qui sont, je dis bien, entre guillemets, otages du cours, hein, limités au cours qui va leur être dispensé par l'enseignant, mais qu'ils ont donc la possibilité de l'enrichir avec toutes ces ressources auxquelles il est possible d'accéder. Et puis, enfin, je dirais, le cinquième point, c'est d'investir maintenant, à proprement parler, dans des dispositifs de formation et d'enseignement à distance, qui, comme j'ai déjà eu à le souligner, hein, sont des dispositifs complexes, lourds, coûteux, mais qui peuvent et doivent être mis en place pour utiliser toutes les possibilités offertes par le numérique, hein, sachant que ces dispositifs de formation ou d'enseignement à distance, ce ne sont pas des dispositifs qui s'improvisent. Nous avons vu dans ce pays, hein, en 2012, les autorités ont décidé de créer l'Université virtuelle du Sénégal. Eh bien, on a vu que durant les premières années de son fonctionnement, l'Université virtuelle du Sénégal a été confrontée à toute une série de problèmes parce que, encore une fois, la mise en place d'un dispositif de formation et d'enseignement complètement à distance, c'est quelque chose de complexe. Et d'ailleurs, de plus en plus, et dans nombre de pays, on est de plus en plus pour la mise en place de dispositifs de formation et d'enseignement qui sont des dispositifs hybrides, c'est-à-dire des dispositifs qui font à la fois recours au présentiel et au distanciel. Donc, voilà ce que je pourrais dire en termes de pistes si l'on veut préparer l'après-Covid et tirer des leçons, des limites, des problèmes auxquels nous avons été confrontés lorsque cette pandémie est apparue, du fait de ne pas avoir suffisamment investi dans le numérique et surtout de ne pas y avoir suffisamment investi, je dirais, de manière pensée dans le cadre d'une stratégie nationale d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les différents secteurs du système d'éducation et de formation. D'accord, Monsieur Sagna, merci. Nous allons passer aux intervenants. Là, il y a Suzanne Tissera de FESTIC qui nous dit « C'est le contrôle des enfants qui suivent les cours à la radio ou à la télévision ou en ligne qui pose problème aux parents. Comment y pallier ?» Oui, mais il n'y a pas de solution
miracle, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Si vous êtes dans une famille dans laquelle, bon, ne serait-ce qu'un des parents travaille, l'autre est à la maison, hein, dans notre environnement, la plupart du temps, ça va être la maman qui va être à la maison. Et la maman, elle va gérer la maison. Est-ce que la maman qui est à la maison et qui doit s'occuper de surveiller le travail de sa bonne, préparer les repas, faire le ménage, surveiller si le ménage a bien été fait par la bonne, comment est-ce qu'on peut demander encore à cette maman de suivre? Bien entendu, on peut lui dire que bon, ben voilà, à telle heure, il faut allumer la télévision pour que l'enfant regarde le cours qui va être dispensé en ligne, ou bien qu'il allume la radio. Mais est-ce que la maman est véritablement en mesure, je dirais, d'assurer un contrôle? On voit que c'est quelque chose de complexe, notamment pour de jeunes enfants. Lorsque les enfants du primaire ou les enfants du moyen, ils ont plus, quand ils sont à la maison, encore une fois, l'esprit à jouer, parce qu'ils ne sont pas à l'école, et c'est extrêmement difficile de faire comprendre à un enfant du primaire ou bien du moyen que eh bien, l'école, elle est à la maison. Ça, pour les adultes, c'est un slogan qui peut être compris. Il est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, je dirais, dans la tête des enfants. Et là, d'où pose le problème de l'analphabétisme des parents. Il faut qu'on pense à un peu éduquer les parents, même si c'est en Wolof ou dans les langues nationales, pour qu'ils puissent suivre leurs enfants. Tout à fait. Alors, l'analphabétisme, il se pose de deux manières. Je dirais, on a deux types de parents analphabètes. On a les analphabètes tels qu'on les a connus, je dirais, depuis toujours, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas du tout allés à l'école, et même en temps normal, mais qui ne peuvent pas surveiller ce que font leurs enfants à l'école parce qu'ils ben, ne savent pas lire et écrire. Et puis, on a les parents qui sont allés à l'école, mais qui sont ce que j'ai appelé des analphabètes digitaux, des analphabètes du numérique, qui ne savent pas comment est-ce qu'on utilise ces outils. Et bon, l'enfant, il va se mettre devant son ordinateur ou bien devant sa tablette, hein, il va ouvrir plusieurs fenêtres. Quand le parent arrive, il va cliquer sur une fenêtre et il va être en train de, soi-disant, consulter une ressource pédagogique. Et lorsque les parents ont le dos tourné, il va retourner discuter avec ses enfants, avec ses amis sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Donc, là aussi, c'est quelque chose de complexe de ces deux points de vue pour les parents d'être en mesure de contrôler et ou d'assister leurs enfants. Et effectivement, il faudrait sans doute qu'il y ait des messages hein, de sensibilisation qui soient diffusés, comme on l'a fait pour populariser les gestes barrières. Hein. Il y a eu des messages qui ont été faits en Mandjak, en Diola, en Sérère, en Peul, en Wolof, en Mandingue, etc. Mais il faudrait sans doute également penser à des messages dans ces différentes langues nationales pour sensibiliser les parents et les préparer peut-être un peu mieux à suivre et encadrer leurs enfants. Ok. Il y a M. Ango Tandang qui nous dit « Merci pour l'initiative. Notre préoccupation en tant que formateur est la motivation des apprenants à suivre les cours en ligne pour assurer la continuité pédagogique. Dans une classe de 30 étudiants, seuls 2 sont des fois sont disposés à suivre les cours. » Oui, mais effectivement, ça c'est une réalité. Et là, je dirais, encore une fois, il y a deux types de problèmes. Il y a, je ne crois pas que ce soit la majorité des gens, mais il y a ceux qui ne vont pas mettre de bonne volonté, hein, qui vont faire un refus, je dirais, en gros, brutal, de suivre les cours en ligne, parce qu'ils vont estimer que, voilà, non, ça ne leur convient pas. Et puis maintenant, il y a effectivement tous les apprenants qui ne disposent pas objectivement des interfaces pour suivre ces cours en ligne, ou quand ils en disposent, hein, je l'ai dit tout à l'heure, se pose la question du coût des passes
des passes Internet pour se connecter, si on doit consulter des ressources numériques, notamment des ressources vidéo, on sait que ça consomme beaucoup de mégaoctets et on va avoir des passes Internet qui vont finir, je dirais, de manière prématurée. Et dans toutes les familles, les gens n'ont pas forcément les moyens, je dirais, d'avoir un budget pour acheter des passes Internet à leurs enfants pour qu'ils suivent des cours. Donc ça, c'est une dimension importante dont il faut tenir compte dans le contexte dans lequel nous évoluons. Et c'est pourquoi je crois que ce que l'on peut attendre des opérateurs de télécommunications comme appui dans le cadre de cette pandémie, eh bien, on a vu qu'ils ont remis des sommes d'argent plus ou moins importantes, ils remettent des masques, ils remettent du gel hydroalcoolique, ils ont aménagé des espaces pour des malades. Mais je dirais ce qu'on serait en droit d'attendre des opérateurs, c'est qu'ils mettent l'ensemble des sites, notamment sénégalais, qui comportent des ressources numériques sur des bandes blanches sur lesquelles les apprenants pourraient se connecter gratuitement. Ça leverait au moins l'obstacle financier de la connexion à Internet. Monsieur Sagna, oui. Il y a Jean-Alain Goudjabi qui nous dit dans le dispositif Apprendre à la maison, les filles ne sont-elles pas plus exposées face aux travaux domestiques? Comment le numérique peut aider à réduire les inégalités? Mais tout à fait, c'est-à-dire que ça aussi, c'est une dimension dont je n'ai pas parlé, mais qui est très pertinente. Bon, quand les garçons ils rentrent de l'école, ils jettent négligemment leur sac quelque part dans la maison, ils sortent, ils vont jouer au football, enfin, quand ils sortent de la maison et personne ne leur demande de compte. Généralement, pour les filles, eh bien, d'une part, elles ne sont pas autorisées à jeter leur sac et à sortir pour s'amuser dans la rue, parce que ce n'est pas culturellement bien vu, et puis souvent, elles vont être mobilisées par leur maman pour concourir aux travaux domestiques. Donc, c'est clair que les filles qui doivent suivre, par exemple, des enseignements en étant à la maison, elles sont dans une position, je dirais, encore plus difficile que leurs jeunes frères, à qui, généralement, on ne demande pas de contribuer aux tâches domestiques, d'aller au marché, d'éplucher les fruits et les légumes, et d'aider la maman à cuisiner, à nettoyer, ou si on est en zone rurale, d'aller faire les corvées d'eau ou bien de chercher du bois pour faire la cuisine. Maintenant, comment le numérique peut permettre de répondre à ce type d'inégalité, je crois que c'est aussi de voir comment est-ce que l'on peut développer toute une série de ressources numériques qui vont être des ressources numériques qui sont téléchargeables. Hein, il s'agit pas, et donc des enseignements qui ne sont pas donnés en mode synchrone, comme c'est le cas avec la radio et la télévision, mais de développer des modalités pédagogiques en mode asynchrone, c'est-à-dire qui peuvent être vues quand la personne dispose de temps sur son téléphone ou sur sa tablette, voire sur son ordinateur. Donc, également de privilégier le mode asynchrone par rapport au mode synchrone. D'accord. Donc, on a épuisé notre temps, mais on va passer rapidement sur les questions. Il en reste. Il y a Ndeye Khady Sall qui dit il reste à mesurer l'efficacité de cette méthode online, surtout dans le cas où on a plus de 10 étudiants, car on a remarqué que les étudiants se connectent pour marquer leur présence et disparaître du cours après. Oui, mais encore une fois, hein, la mise en place de dispositifs d'enseignement à distance, ce sont des dispositifs complexes. Il faut qu'il y ait notamment de l'interaction, l'interaction entre les apprenants, interaction entre les apprenants et l'enseignant. Et puis aussi, il y a un travail, je dirais, de conscientisation qui doit être fait en direction notamment des étudiants,
c'est de savoir que ces dispositifs, ils sont là à leur service, à leur profit. Et que ceux qui, entre guillemets, bon, ben, de même que les étudiants ont souvent tendance à sécher les cours pour se livrer à d'autres activités, bon, mais quand ils sèchent les cours qui leur sont offerts à distance, c'est eux-mêmes qui le pénalisent. Donc ça, je crois que on doit faire appel, je dirais, à la conscience des étudiants et qu'ils comprennent bien que ces dispositifs, c'est pour eux la meilleure manière justement de ne pas décrocher du système éducatif, d'être prêt lorsque les cours en présentiel vont reprendre et de ne pas être complètement, passez-moi l'expression, complètement largués pour avoir déconnecté leur cerveau du mode études. D'accord. En fait, les deux prochaines questions se rejoignent parce que Suzanne Tissera a dit « Avez-vous évalué les enseignements de l'université virtuelle ?» Et Ongo Tendang dit « Pourquoi ne pas évaluer les systèmes existants au Sénégal dans le domaine du e-learning ?» Donc, ça se recoupe. Oui, bon, je crois que l'université virtuelle du Sénégal, je l'ai dit, après des difficultés, somme toute, normales au démarrage, maintenant c'est une machine qui est bien huilée et qui, globalement, donne satisfaction. Jadis, on voyait des étudiants qui, lorsqu'ils étaient orientés à l'UVS, se mettaient en grève ou bien refusaient d'y aller. Maintenant, on voit toute une série d'étudiants et on parlait tout à l'heure de filles, mais vous avez des personnes qui étaient des élèves, des jeunes filles qui se retrouvent enceintes, qui ne seraient pas capables ou qui ont un enfant, qui ne serait pas en mesure de venir suivre des cours à l'université, qui, grâce à l'université virtuelle du Sénégal, vont pouvoir suivre ces cours en ligne. Hein, on a vu que, puisque maintenant il y a un certain nombre de promotions en termes de licences qui sont sorties de l'UVS, des gens qui ont fait des concours d'entrée à la FASTEF pour être des enseignants et ailleurs, et qui réussissent. Donc je pense que c'est un système maintenant qui a globalement qui a fait ses preuves. Et en tout cas, je pense qu'il est extrêmement utile que notre pays dispose de ce type d'outils d'enseignement, à côté, maintenant, encore une fois, des universités en présentiel. Il ne s'agit pas d'opter, je dirais, pour le tout en ligne. Les pays qui avaient joué cette carte en sont revenus. Donc, évaluation, oui, je crois qu'on on pourrait le faire. Hein, et si on s'aperçoit maintenant que si on compare des cohortes par rapport à des formations comparables hein, qui sont offertes, puisque l'UVS offre notamment, mais pas uniquement, hein, mais les enseignements de base, il y avait une licence de sociologie, une licence d'anglais, de sciences économiques, de droit. Mais maintenant, je crois que les étudiants qui suivent à l'UVS ces cours, eh bien, globalement, ils arrivent à obtenir leur licence. Hein. Ça, c'est pas effectivement une étude scientifique qui reste à mener, je suis bien d'accord, mais ils obtiennent très souvent maintenant leur licence dans de meilleures conditions. Tout simplement parce qu'un étudiant qui va être dans un amphithéâtre à l'UCAD où il y a 2000 étudiants, où il a du mal à entendre l'enseignant, où il n'a peut-être pas de place pour s'asseoir et pour prendre des notes, l'étudiant de l'UVS, il va regarder une capsule vidéo, il va pouvoir regarder des ressources qui sont mises à sa disposition. La capsule vidéo, il va pouvoir la revoir autant de fois qu'il veut. Il est encadré par des tuteurs qui répondent à des questions. Et donc, quelque part, les étudiants de l'UVS, et c'est paradoxal, vont bénéficier d'un encadrement de proximité dont ne bénéficient pas les étudiants qui sont en présentiel dans des filières dans lesquelles il y a des effectifs extrêmement importants. Imaginez un enseignant qui fait cours à 1000 ou 1500 étudiants. Il ne connaît personne dans son amphithéâtre. Il y a très peu de place pour des questions. Il vient, il déroule son cours, les étudiants entendent ou n'entendent pas, comprennent ou ne comprennent pas, prennent les notes qu'ils peuvent, et puis après on les évalue. C'est ça la réalité aussi du présentiel. Alors que dans les systèmes à distance, il y a quand même tout un environnement
encore une fois, avec des interactions, avec différents types de ressources qui peuvent être consultées et reconsultées à volonté par l'apprenant. Donc, je pense que c'est un système, une modalité d'enseignement qui a tout à fait sa place et qui est de plus en plus utilisée. D'accord. Il y a M. Ablaye Sarr qui dit « Salutations et félicitations à vous et au prof Sania. Ici, Dr Ibrahim Silla, enseignant-chercheur au département de géographie de l'UQAD. Des personnes bien conscientes des opportunités du numérique et bien placées désormais dans le ministère de ESRI. C'est quoi? Ont un rôle Enseignement à jouer supérieur de la recherche et de l'innovation. Voilà. Un rôle à jouer en termes d'influence pour aller vers le numérique pédagogique au Sénégal. Qu'en est-il aujourd'hui pour ce qui est de ce rôle à assumer? Excusez-moi d'écrire vite et merci encore. Oui, bon, ben ça, c'est une question, je dirais, c'est une question délicate. Hein. Vous savez, dans un ministère, bon, ben, vous avez des directions. Moi, je suis par exemple le directeur des études et de la coopération. Donc, quelles que soient mes compétences en matière de numérique, ce ne sont pas ces compétences, je dirais, que j'utilise principalement au jour le jour. Je m'occupe d'études et de coopération. Alors, peut-être qu'on peut regretter qu'aujourd'hui, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il n'y ait pas une direction qui soit en charge des questions du numérique. Je ne parle pas en termes d'infrastructure, mais en termes